Et salut tout le monde, bienvenue dans ce triste débrief de la défaite du FC Metz à domicile contre Strasbourg dans le derby du Grand Est. Les Messins qui ont perdu ce match sur le score de 2-1 en faveur de Strasbourg. Bon, je sais que certains vont pas apprécier que l'on fasse ce débrief parce que beaucoup vont dire ouais mais vous arrêtez pas de râler, encore de vous plaindre. Écoutez, nous, on fait les débriefs des victoires, des défaites, des matchs nuls. On essaie d'apporter un regard sur ce qui s'est passé. Et donc, même quand ça fait mal, il faut débriefer chaque match. Et même si, malheureusement, ce match au contenu plus que limite, bien sûr, on en parlera dans la suite de ce débrief, mais il faut tout mettre sur la table sur ce qui s'est passé durant ce match. Pour ce faire, j'ai avec moi un homme triste, un homme qui est entré dans une mini-dépression d'environ 15 minutes, puis après c'est reparti de plus belle. Monsieur Grenat Forever, comment vas-tu Grenat Forever après cette triste défaite? Ah bah je vais très mal. Enfin très mal. Je vais mal, comme après chaque défaite et encore plus dans un derby. Oui, Même si j'ai quelques nouvelles dans ma vie personnelle qui compensent ce mal-être, mais ça fait mal d'avoir perdu. J'étais pas très bien hier après-midi. ah là là, c'est vrai que on essaie de mettre de côté ce qui s'est passé pour un peu se reconcentrer. Il y a bien sûr qu'il y a pire dans la vie qu'une Bien défaite du sûr. FC Metz contre Strasbourg le 14 juillet, le 14 février, 14 juillet, 14 février, le jour de Saint-Valentin. Et donc forcément que il faut passer à autre chose. Mais avant de passer à autre chose, il y a donc ce derby, ce débrief de ce derby à faire et on va bien sûr s'y atteler. Avant de commencer, trois petites choses à vous dire. Pour commencer, vous aurez le programme, bien sûr, de ce débrief à l'écran, où vous allez avoir un peu toutes les parties que l'on va aborder. Si vous voulez directement accéder à une partie qui vous intéresse, vous allez dans la description. Mais là, vous avez à l'écran tout ce que l'on va aborder dans ce débrief. Autre chose, bien sûr, notamment vous avez vu la partie sur top et flop. On attend votre top et flop dans les commentaires. On sait que ça va être compliqué pour donner un flop, parce qu'il y a beaucoup de noms qui peuvent se battre. Pour le top, on devrait à peu près tous retrouver le nom. En tout cas, Grenat Forever et moi-même, nous allons donner notre top et flop à la fin de ce débrief. Dernière petite chose, bien sûr, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube La Maison du Grenat pour nous soutenir. Un grand merci à ceux et celles qui se sont déjà abonnés ou qui vont s'abonner à la suite de ce débrief. Nous partons avec Monsieur Grenat Forever sur les 11 des deux équipes et donc plus l'aspect tactique de ce match. Grenat Forever, j'aimerais que nous parlions tout d'abord de Strasbourg, parce que on avait dit en avant-match, Grenat Forever, que cette équipe de Strasbourg avait l'habitude, tu sais, de jouer en 4-2-3-1 depuis quelques matchs. Alors ça n'avait pas été une grande réussite comme vous avez pu le voir dans l'avant-match, où Strasbourg malheureusement était resté sur 4 matchs sans victoire, et ce qui fait que on se demandait si Strasbourg allait peut-être pas un peu innover tactiquement sur le terrain. Alors il y avait bien sûr d'autres possibilités évoquées que celles par exemple mentionnées par la presse, qui avait parlé d'un potentiel, tu sais, 3-5-2 en permettant à Ayork et à Diallo de faire face à nous. C'était l'une des options envisagées. Mais on a été surpris qu'on a Forever un schéma en 4-4-2 losange, avec donc une idée, c'est que déjà on n'est pas sur un schéma à 5 défenseurs, dont 3 centraux, mais on reste sur un schéma à 4 défenseurs, avec, et là c'est peut-être là où il y avait quelque chose à voir, donc une doublette d'attaquants, avec Monsieur Diallo et Monsieur Ayork, bien sûr. Toi, Grenat Forever, est-ce que tu es surpris finalement du choix tactique opéré par Strasbourg pour ce match? Surpris, oui et non. Surpris si on se fie aux infos qu'on avait eues la veille, comme quoi Strasbourg aurait peut-être eu envie de se calquer sur notre système de jeu pour nous faire chier. Au final, c'est pas ce qui s'est passé, mais j'ai envie de dire, Thierry Lauré met peut-être le système que, entre guillemets, tous les supporters de Strasbourg rêvaient d'avoir, c'est-à-dire le 4-4 de Losange qu'ils ont eu à quelques moments l'année dernière et où pour moi ils ont eu les meilleurs résultats, c'est dans ce système de jeu, avec Dimitri Lénard titulaire, notamment en relayeur, Thomasson en 10, et pouvant optimiser du coup le duo d'attaque, et donc là le duo Habib Diallo et Ludovic Ayork. Oui, c'est ça, en faisant en sorte que Diallo ne se retrouve pas sur le côté Je droit pense que isolé. Voilà. il a choisi son système non pas pour s'adapter à nous, mais pour mettre lui ses joueurs en fait dans la meilleure
position pour pouvoir, je pense, gagner ce derby. Et là, tu dis quelque chose d'intéressant, on en parlera par la suite. La volonté de gagner le derby. C'est un sujet vaste et long, on vous réserve ça pour la partie d'après. Mais en tout cas, il vient effectivement avec un système pas défensif, mais vraiment un système offensif, tu as raison, avec 2 attaquants pour nous faire mal, en tout cas essayer de nous faire mal à nous, le FC Metz. Le FC Metz Grenoble Forever, il faut que l'on parle maintenant du FC Metz, de son schéma, mais surtout du choix des hommes. Parce que le schéma, encore une fois, on est toujours dans la continuité depuis justement ce match aller contre Strasbourg, hein, cette continuité de ce système avec 3 défenseurs centraux. Et l'interrogation, on l'avait dit en avant-match, se faisait au niveau de 3 postes. Premièrement, la question du poste de latéral gauche. On a eu la titularisation de Monsieur Thomas Delaine et non de Mathieu Hudol. Alors, est-ce que ça veut dire que, hein, Grenoble Forever, comme je sais que tu aimes bien ce débat-là, je ne sais pas si ça veut dire que, mais un choix a été fait, en tout cas un choix offensif sur le poste de piston gauche. Hein. Je pense que ça reste un choix fort quand même. Hein. Il a privilégié la solution Thomas Delaine. Est-ce que ça veut dire qu'il est repassé numéro 1? J'en suis pas foncièrement persuadé. Je pense que c'était surtout pour apporter un peu plus de poids offensif. Donc voilà. Oui, bon, en tout cas, il y a un choix qui est fait. Et tu as raison de bien le préciser. Ce n'est pas un bouleversement de la hiérarchie. Il faut attendre encore quelques matchs pour voir si il y a une tendance réelle qui se dégage sur ce poste-là, mais effectivement, il fallait le signifier. Le milieu de terrain, Grenoble Forever, on n'a pas eu de surprise finalement. Hein. Maïga, Sarr ont été alignés l'un à côté de l'autre, avec notamment, tu sais, on se demandait est-ce que Angban aurait eu une nouvelle chance. Finalement, niet pour Angban, qui pour information, petit spoiler, hein, n'est pas rentré dans ce match. Voilà. Petit spoiler, je le dis déjà d'avance. L'autre sujet, c'est évidemment l'attaque. Parce que l'attaque, on se demandait, avec notamment le temps de jeu des joueurs d'Amiens, du match contre Amiens 3 jours auparavant, on rappelle que notamment Leia Iseka avait débuté le match avec Lamine Gueye, si je ne me trompe pas. On se disait, est-ce que les joueurs qui ont eu peu de temps de jeu lors de ce match contre Amiens vont démarrer titulaires ou pas? C'était la question, Grenoble Forever. Et finalement, le choix qui est fait, c'est de se dire, on part avec Wagner Diaz et accompagné, alors là, bien sûr, le débat de savoir si c'était une bonne solution ou pas, on y viendra après, mais accompagné de Yad. C'est simple, ça veut dire qu'on part sur un duo qui n'avait pas joué mercredi. Tout simplement. Donc après, c'est simple, hein, les deux qui ont joué mercredi ont été remplaçants samedi. Alors le choix se jouait entre 3 hommes. On a clairement vu Thierry Ambro. On avait peut-être peur que Thierry Ambro soit titulaire. On avait peur, effectivement. Lui. Effectivement, on avait peur. Donc au final, il a été fidèle en fait à son roulement et comme les deux n'ont pas joué mercredi, il a décidé de les mettre dimanche. Je parle de Wagner et de Pape Ndiaye, même si on va en parler après. C'était peut-être pas encore une fois une bonne idée. Oui, alors juste une précision, et je pense que si vous avez pu voir sur diverses applications ou sites, notamment le positionnement moyen des joueurs, on avait tendance, tu sais, à parler d'ailier droit quand on parlait de l'accompagnement offensif, avec notamment un avant-centre. Quand vous regardez la position moyenne, vous vous rendez compte que Yad n'a pas vraiment joué comme un ailier, mais vraiment comme un attaquant au contact de Wagner Diaz. Hein. Donc, est-ce que la stratégie n'a pas été totalement appliquée avec un ailier vraiment proprement parlé pour écarter le jeu et tu vois et mettre un peu à mal cette équipe de Strasbourg? Au contraire, est-ce que c'était une vraie volonté d'avoir un jeu beaucoup plus axial, ce qui explique le positionnement moyen notamment des attaquants, tu vois? Mais c'est vrai que c'est important de le préciser parce que c'est vrai que quand un Lamine Gueye est sur le terrain, il reste vraiment sur le côté droit, hein, et il va pas se retrouver en axial au contact de l'avant-centre. C'était juste une précision, mais à voir si c'est une tendance nouvelle ou pas. Je pose juste cela, et après, bien sûr, on verra par la suite. Donc là, en tout cas, on vous a un peu présenté la composition des deux équipes avec les enjeux tactiques pour ces deux équipes. Il y a juste un dernier point avant de passer au match en lui-même, c'est qu'évidemment, on ne sait pas comment les deux équipes vont utiliser leur tactique. Est-ce que cette équipe de Metz va chercher à jouer haut, bas, ou au contraire, est-ce que Strasbourg de l'autre côté va jouer haut, bas?
évidemment, c'est un point sur lequel on va beaucoup plus s'attarder sur ce qui va nous intéresser par la suite, à savoir le débrief du contenu du match en lui-même. Et justement, Grenade Forever, il faut que l'on parle de ce match en lui-même. On va s'attarder, tu sais, j'aimerais qu'on fasse un peu un bilan général du match. On va pas forcément s'attarder, tu sais, minute par minute. On peut évidemment parler des buts, hein, on en parlera bien sûr, parce qu'il y a quand même peut-être, notamment, je crois, le premier but est un peu embêtant, hein, plus que le deuxième d'ailleurs, le deuxième but que tu encaisses. Mais on pourra un peu parler de tout cela. J'aimerais d'abord qu'on ait un point de vue général sur ce match Grenade Forever. Est-ce que tu es d'accord que on retrouve dans ce match contre Strasbourg des éléments un peu similaires, je dirais, avec ce que l'on a vu notamment, tu sais, contre Montpellier. Il y a aussi du Saint-Etienne aussi dans du match de Saint-Etienne dans ce match, mais beaucoup plus du Montpellier où justement on a senti un début de match avec un temps fort messin pendant. Allez, on va arrondir pendant 20 minutes. Ouais, voilà, je pense que tu as raison, 20 minutes. Et après, par contre, on sent que l'adversaire commence à mieux nous prendre. Et plus le match avance, plus physiquement parlant, ou même dans le jeu, on s'affaiblit vis-à-vis de l'adversaire. Et c'est en ça que je fais référence notamment au match de Montpellier, parce que Montpellier nous avait en deuxième mi-temps, tu sais, un peu plus mis le grappin dessus, et on avait été un peu plus en difficulté face à cette équipe de Montpellier. Et est-ce que tu es d'accord avec cette idée qu'on va voir que l'on commence très bien le match, mais par contre, à partir de cette période-là, plus les minutes avancent, plus le FC Metz entre dans un déclin qui aboutit malheureusement à la défaite au final. Contre Montpellier, c'est vrai qu'on peut dire ça, même si je trouve que Montpellier, si on a été quand même assez malmené en deuxième mi-temps, tu as quand même des occasions. Oui, ça c'est vrai. En fin de match, notamment par Boulaya pour gagner le match. Et en ça, c'est complètement différent contre Strasbourg, parce que je trouve que contre Strasbourg, tu as essayé de rien faire, surtout sur la deuxième. Mais le scénario a fait penser à Montpellier, surtout après nos 20 bonnes premières minutes. Bien sûr. On s'est complètement arrêté de jouer. Après, on pensait qu'on allait peut-être être dans la gestion, comme on fait d'habitude, hein. On sait garder un score. Mais on va en parler après. Le problème, c'est que quand tu n'arrives pas à gérer un score et que malheureusement, tu n'es pas bon dans ce qui faisait ta force, c'est-à-dire les phases de transition en contre quand tu es en train de gérer un score, malheureusement, tu deviens vite une équipe très moyenne. C'est ça. Et surtout aussi, quand l'avantage physique que tu avais, que tu revendiquais, notamment la saison dernière, en deuxième partie de saison, je veux dire, on revendiquait très clairement que on finissait mieux nos matchs que l'adversaire parce que physiquement, on était mieux qu'eux, tu vois. Et là, c'est vrai que sur ce match, tu sens que physiquement, l'avantage que tu prends peut-être sur Strasbourg durant les 20 premières minutes de jeu, cet avantage-là, effectivement, se détériore au fur et à mesure du match. Et à la fin, tu es moins bon physiquement que Strasbourg. Et donc là, dessus, tu te poses des questions, te dire c'est quoi la raison, qu'est-ce qui fait que... je sais que certains vont parler, tu sais, notamment de ce qui a été dit. Et moi, ce qui me fait un peu rire, c'est de parler de l'histoire de la fraîcheur. Bon, pourquoi ça me fait rire, cette histoire Grenade Forever? Parce que, mine de rien, déjà Strasbourg a joué aussi en Coupe de France. Je veux dire... c'est une fausse excuse. Voilà. Une fausse excuse. Exactement, c'est une fausse excuse. Moi, ce qui m'embête, c'est que cette excuse-là, elle est revendiquée par Antonetti. Je dis pas que les joueurs ont pas un coup de pompe physique, surtout pour certains cadres. Ça, on l'a très bien vu. Mais de là à dire que c'est à cause de ça que Metz a perdu le match, c'est faux. Oui, ça c'est vrai. Et surtout que, et tu l'as très bien dit lors de l'analyse du 11, on a changé notre paire d'attaquants qui n'est pas la même que celle qui a fait la majorité du match contre Amiens. On part sur une paire tout le temps paire d'attaquants. Bien sûr, tu tournes tout le temps. Alors après, c'est vrai que certains vont me dire oui, mais est-ce que le fait peut-être par exemple d'avoir fait rentrer un Santonze lors du match, alors qu'on a pu faire rentrer, tu sais, Michael Brancis à la place notamment de Bohen qui était blessé, tu vois. Et surtout, je dis ça parce que la performance de Santonze, on voit que physiquement parlant, il a aussi un peu eu du mal. Il y a eu aussi la performance de Kouyaté, dont on va un peu parler par la suite, où justement tu dis est-ce que s'il avait peut-être pas joué le match, tu vois, contre Amiens. Mais peut-être, mais il y en a il y a d'autres cadres qui n'ont pas forcément joué dimanche,
qui ont pas répondu présent. Hein. De toute façon, on l'avait dit, le FC Metz c'est bien aussi quand tu as du grand Farid Boulaya. On a eu du mal à le trouver entre les lignes. Même lui, il a eu du mal à se rendre disponible. C'est clair. C'est rare, en fait. Vu sa saison, c'est rare de le voir passer au travers de matchs de suite. Mais t'as raison, c'est vrai que ça dessus, ça m'a un petit peu, effectivement, un petit peu gêné. Alors après, pour terminer sur cette histoire de fraîcheur, la théorie, effectivement, elle tient pas vraiment quand tu te dis que, par exemple, un Delaine a joué 3 jours auparavant et a été, on pourra le dire juste après, notamment dans les top flops, aura été un des meilleurs joueurs du match. Donc, la théorie de la fraîcheur, pour le terminer sur ce débat de la théorie du fraîcheur, pour moi, c'est une fausse excuse à 2 balles. Mais bon. Je ferme la parenthèse de l'histoire de la fraîcheur. Si on revient au jeu lui-même, Grenade Forever, donc on a dit première période de 20 minutes en notre faveur avec notamment ce but marqué par justement Toto Delaine parti avec une équipe de Metz qui part en contre-attaque et c'est Yad qui lance en profondeur Toto Delaine qui bat Kawashima pour permettre à Metz de mener 1-0. Et effectivement, nous on se dit à ce moment-là, ok on mène 1-0, on est un peu aussi dans la réflexion par rapport au match aller Grenade Forever. On se souvient du match aller où on mène au score, mais malheureusement, on va, prendre une bille, notamment en deuxième mi-temps, et donc on se dit, mais comment ça va se passer la suite du match ? Et finalement, on n'aura pas eu à attendre la deuxième mi-temps parce que dès notamment on est dans la deuxième partie de la première mi-temps, on est exactement à la 33e minute de jeu. Il y a donc ce but de Thomasson. Il faut en forcément parler, Grenade Forever, parce que donc, cette action, évidemment, vous aurez les replays impossibles sur la chaîne YouTube, je crois, de la Ligue 1 Uber Eats. Vous pouvez revoir justement le but. Et justement, je suis en train de le regarder à nouveau pour un peu vous en parler. Mais donc, c'est vrai qu'il y a cette situation où, en gros, la balle vient du milieu de terrain. Je crois que c'est Aoulou qui le décale sur la gauche. Et après, il y a un centre qui est fait dans la surface de réparation. Déjà, on voit une chose, Grenade Forever, quand il y a ce centre qui est fait de la gauche dans la surface de réparation, on voit qu'il n'y a que les 3 centraux messins qui sont dans la surface de réparation. Et moi, il y a un truc qui m'a interpellé, Grenade Forever, sur ces buts, c'est tout d'abord où sont les milieux de terrain, en fait. Où est Maïga, surtout, parce que Sarr, on peut comprendre qu'ils sont un peu plus offensifs parce que il doit contribuer au jeu offensif, tu vois, ça se défend. Mais on se dit où est Sarr ? On se dit aussi des fois même où est Delaine ? Tu vois, qui mettent énormément de temps à revenir boucher ce trou. Et finalement, ce centre il est réceptionné par un Strasbourgeois à l'entrée de la surface de réparation qui contrôle sans difficulté parce que Delaine est quand même loin de lui. Maïga est aussi loin de lui. Et moi, je te dirais, Grenade Forever, t'as l'impression que l'équipe s'est pas donné les moyens de faire les efforts pour au moins pour garder cette solidité défensive. Forcément qu'on a faveur que ça laisse un petit goût amer quand même cette égalisation. C'est très mal défendu. Les 3 centraux sont attirés par Aoulou. Et pour ça, j'en veux plus au milieu de terrain qui voient quand même que Thomasson va forcément faire un appel et qu'il le laisse vraiment tout seul. Et après Thomas Delaine, voilà, moi je pense que s'il n'a pas de carton jaune, c'est tant pis, il se sacrifie, quitte à avoir penalty, mais au moins derrière, tu as une chance sur 2 que le gardien l'arrête. Là, je comprends que dans sa tête, il n'a pas envie de faire faute parce qu'il sait que ça peut pénaliser encore plus l'équipe si Metz doit jouer à 10 pendant quasiment 1 heure derrière. Donc, à la limite, j'en veux même pas qu'il n'ait pas tendu le pied, mais j'en veux plus aux deux milieux. Et surtout, du coup, c'est surtout Maïga qui, vraiment, lui, tu vois, il arrête sa course. Il arrête sa course, mais il doit le sentir. Surtout qu'au match aller, Thomasson nous met le même but. Un but où, pareil, dans un petit espace, donc on doit savoir qu'il est fort dans les petits espaces. Il aurait dû le sentir. Après que Boy, Braun et Kouyaté sont aussi les 3 tirés par le porteur du ballon, ça me m'enquiquine un peu. Peut-être voulu qu'il y en ait au moins un qui reste en couverture, et du coup, ça aurait plutôt été le rôle de Kouyaté de le faire. Mais bon, c'est toute une succession de petits détails qui fait qu'encore tu te prends un but de merde, comme l'a très bien dit Fabien 111 à la mi-temps. En tout cas, pour la suite, c'est vrai que là, on voit le 1 partout. Et là, c'est important. Je pense que c'est le moment clé, Grenade Forever, où j'en viens à avoir comme bilan un peu de ce match en me disant que Metz n'a pas voulu gagner ce match. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a ces 20 minutes de jeu, la pensée légitime de tous les supporters, c'est de se dire, en fait, Metz veut gagner ce match. Hein ?
Non mais quand tu vois les 20 premières minutes de jeu, y a notamment, tu sais, je pense vraiment les 5-10 petites premières minutes de jeu, tu vois, où Metz monte carrément pour faire des actions offensives, et Strasbourg qui nous attend. Hein, n'oublions pas cela. Dès l'égalisation, et surtout en deuxième mi-temps, t'as senti que Metz, en fait, avait peur, tout simplement, et recommencer son machin du match contre Saint-Etienne, tu sais, les fameux ballons longs. On tente de relancer en catastrophe, et vas-y que je te balance les ballons en longueur pour essayer de trouver éventuellement les joueurs offensifs. Mais on a vu contre Saint-Etienne que ça ne marchait pas de faire ça, et on retombe dans ce travers. Ouais, tu voulais dire, qu'est-ce que tu voulais dire? Je sais pas si c'est de la peur ou si tout simplement on n'avait pas les moyens de le faire, moyens physiques ou techniques, peu importe ce que vous voulez, mais j'avais pas l'impression qu'il y avait de la peur, mais j'avais la sensation qu'en fait on pouvait pas faire plus, comme si on était cuit, mais physiquement, mentalement, peu importe. Mais des matchs comme ça, on en a gagné parce que on sait d'habitude on se repose sur notre solidité au milieu en défense. Le problème c'est que cette solidité là, ça fait maintenant 2 matchs et demi qu'on l'a perdu. Bien sûr. Tes cadres derrière on peut le dire, hein, ils sont un petit peu défaillants en ce moment. Le trio derrière est un peu défaillant. Un Abim Maïga, moi j'avais dit que c'était le Covid, mais finalement, le match de dimanche me laisse à penser que finalement, c'est peut-être pas le Covid, c'est il est tout simplement moins bien. C'est pas le Maïga de la saison dernière, donc non, c'est problématique. Ouais, c'est très problématique. Et en plus, alors, j'exagère peut-être, c'est vrai que quand je parle de la volonté de gagner, parce que je dis un peu de manière un peu balancée comme ça, Metz n'a pas voulu gagner le match en deuxième mi-temps. Je dis ça par rapport aux faits, les faits qui sont que le bloc n'est pas haut, que on est trop étiré et que Strasbourg te rentre un peu dedans dans ta surface beaucoup trop facilement. Et t'as pas de réponse à apporter à ça, c'est ça le pire. Maintenant, et là tu as en partie, il y a un élément de réponse en partie, c'est que effectivement on voit sur le terrain des mecs qui sont beaucoup plus crevés qu'à l'habitude. Alors on dit pas qu'il y a eu un manque de fraîcheur du fait d'enchaînement des matchs, c'est pas l'excuse. Mais en fait il y a un fait. Le fait c'est qu'on voit des joueurs qui ne sont pas déjà solidaires ensemble et ne bougent pas comme ils ont l'habitude de le faire. Alors après, les raisons, vous pouvez chercher, il y en a peut-être plusieurs, mais les faits sont là. Les faits, c'est que tu n'as pas été supérieur physiquement face à ton adversaire, alors que c'est censé être ta force première qui te permet, je vous le rappelle quand même, notamment avec l'apport des rentrants. Malheureusement, l'apport des rentrants n'a pas été ça, mais c'est quand même une situation où quand vous êtes meilleur que votre adversaire en deuxième mi-temps, ça vous permet d'éclater Brest en deuxième mi-temps, ça vous permet de revenir en fin de match contre Nice. Ça vous permet de tenir et même de battre Lyon chez eux. Tu vois, donc des matchs où, entre guillemets, tu es des fois même plus malmené en première mi-temps qu'en deuxième. Mais en deuxième mi-temps, t'es rentrant et même ta différence d'avantage physique par rapport à ton adversaire te permet de revenir, voire même de battre ton adversaire. Et là, on l'a pas sur ce match contre Strasbourg. Contre Saint-Etienne, pareil. On sent l'impuissance face à l'adversaire. Et je dirais que la deuxième mi-temps contre Montpellier commence à effectivement montrer des signes. Pas autant, je suis d'accord. Mais là, on n'est plus seulement Grenade Forever que sur un symptôme. À partir du moment où c'est quelque chose que l'on voit une semaine auparavant contre Saint-Etienne, et je parle même pas d'Amiens, parce qu'on va me dire, Amiens, il y avait des joueurs de rotation qui jouaient sur le terrain. Mais Amiens, c'est pas fameux non plus, hein, notamment la première mi-temps. Ah bah. Mais clairement. Tu vois, donc là, on n'est plus au simple accident de parcours ou accident, j'ai pas fait exprès. Ça commence à être très intéressant à étudier, cette histoire. Mais vraiment très intéressant. Est-ce qu'on a atteint nos limites du moment? Peut-être, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, en deuxième mi-temps, arrive ce qui doit arriver. Parce que Strasbourg, dans les faits, montre plus de volonté de gagner le match, ou en tout cas montre l'envie de gagner le match, ou la capacité de gagner le match,
par rapport à Metz. Il le montre. Et ça, il arrive ce qui arrive. 84e minute de jeu, ce centre pour Adrien Thomasson, qui d'ailleurs, soit dit en passant, petit coup d'œil quand vous regardez notamment ce deuxième but de Strasbourg, vous vous rendez quand même compte, mine de rien, que le centre est fait de la droite et Thomasson déboule du milieu de terrain vers la surface de réparation. Personne ne sait qu'il est là, hein. Je vous invite à regarder vraiment, mais attentivement, le regard qu'ont les joueurs sur le centre réalisé par le numéro 4 qui est, si je me trompe pas, Frédéric Guilbert. Ok. Guilbert centre, Grenat Forever. Les joueurs qui sont autour de Thomasson ne le regardent même pas, ils ne savent pas qu'il est là. Éventuellement peut-être John Boy, parce que je crois que John Boy jette un coup d'œil et voit Thomasson dans l'axe seul. Mais Kouyaté est quand même trop loin. De quoi? Kouyaté est quand même trop loin. Non, mais Kouyaté, c'est mort parce que Kouyaté est au marquage d'Ayork. Au moment où le centre est réalisé par Guilbert, Kouyaté est sur Ayork et Braun plonge plus vis-à-vis d'Ayork en fait. Il y a que Boy qui se rend compte qu'en fait il sert à rien. Et surtout, c'est que Ayork, c'est que Thomasson part, et c'est ça qui me gêne, c'est que tu verras par exemple un Mazis, par exemple, sur l'action, regarde la position de Mazis, Mazis ne bouge pas de sa position, alors que Thomasson est peut-être le joueur le plus, Mazis est le joueur qui est le plus proche de Thomasson en fait. Au moment avant qu'il arme sa frappe, enfin son centre Guilbert. Et donc, en fait, il y a de la réaction tardive de tout le monde. Réaction tardive de Mazis, réaction tardive de Boy qui voit le coup d'œil que Thomasson est seul. Et Thomasson arrive lancé. Et Thomasson Okidja. Mais c'est pour dire que tu vois, Kouyaté n'est pas forcément responsable sur lui parce qu'il a le marquage derrière. Parce qu'on a l'impression mais en fait, Thomasson arrive lancé. Donc, encore une fois, c'est l'explosivité d'un Thomasson sur ce centre qui part en course pour anticiper le centre et pour marquer, qui me font dire que ouais, il y a soit plus de volonté de gagner, soit plus de capacité pour gagner. Mais en tout cas, les faits sont là, c'est qu'au final, Metz, durant les 4-5 minutes qui restent, timidement envoie 5-6 joueurs, tu sais, dans la surface, dans le terrain de Strasbourg pour essayer de revenir au score. Mais c'est trop tard, Grenat Forever. Je veux dire, c'est pas ça, tu ne dois pas montrer ça à 5 minutes de la fin du match, quand même. Tu dois pas montrer ça à 5 minutes de la fin du match, et j'ai envie de dire encore plus dans un derby. Encore plus dans un derby. Surtout qu'il y a eu ce qui s'est passé en avant-match, on n'a pas parlé. Même si t'es pas bien, tu dois avoir un surplus de motivation. Bien sûr. Par respect de tes supporters, ce qu'ils ont fait. Tu dois trouver ce surplus de motivation, ne serait-ce que moi, pour essayer. Bien sûr, parce qu'il y a ce qui... Oui, tu voulais dire, excuse-moi, désolé. Non, mais j'ai dit, quitte à te faire prendre en compte, tant pis, mais au moins tu auras essayé, tu auras peut-être perdu les armes à la main. Là, tu as l'impression que tu as perdu, mais sans même avoir essayé en fait de combattre, et surtout en deuxième mi-temps. Et c'est ça qui me gêne, moi. C'est sûr, c'est ça qui fait ça qui me gêne. C'est ça qui fait extrêmement mal et qui nous amène, Grenat Forever, pour terminer un peu sur le contenu de ce match qui a été triste pour les supporters, parce qu'effectivement beaucoup de supporters se sont donné du mal avant le match pour donner de la motivation aux joueurs. Je dis pas que les joueurs n'ont pas ressenti cette énergie des supporters, c'est pas ça que je veux dire, mais encore une fois on en vient à la question, est-ce que c'est de la volonté de ne pas gagner ou est-ce que c'est de la capacité de ne pas gagner? C'est toujours ce débat-là, mais en tout cas le le bilan, pour terminer la phrase que l'on va utiliser pour clôturer cette analyse du contenu, Grenat Forever, c'est que Strasbourg a mérité sa victoire. Point. Mais bien sûr. Et il n'y a même pas de oui, fraîcheur. Non, arrêtez. Ils ont joué aussi il y a 3 jours. Non, ils ont mérité leur victoire, point. Ils ont été meilleurs que nous. C'est tout. Meilleurs que nous dans l'envie, dans la capacité. Ils ont été meilleurs que nous. Donc, voilà, on va pas, on peut trouver des excuses. Alors, je sais que certains ont commencé à nous sortir des excuses qui peuvent être légitimes. Hein. Oui, on joue avec des joueurs des joueurs qui étaient à la base en rotation, qui sont devenus titulaires, et ça commence à montrer des limites. Ok, très bien, pas de souci. Mais je veux dire, il y a des équipes qui ont individuellement des joueurs qui sont moins bons que les nôtres et qui ont plus d'envie de gagner. Je suis désolé, Amiens, il y a 3 jours. Vous prenez leur première mi-temps, montrez l'envie de
déjà de revenir au score déjà. Tu vois? Et même Clair. plus. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est une équipe de Ligue 2, hein, je vous rappelle, hein, Amiens. Donc, moi je veux bien que ce soit la fraîcheur, mais non. Voilà, Strasbourg a mérité sa victoire, point. Maintenant, on espère que ça va pas se répéter, Grenade Forever. Évidemment. Ah bah c'est tout ce qu'on souhaite. On espère une réaction assez rapidement parce que ce groupe, on l'a vu, il a de la qualité. Je suis persuadé qu'il y a des ressources. Mais il faut pas commencer, voilà, faut commencer à se réveiller parce qu'après, tu rentres vite dans une spirale négative. Bien sûr. Et dans ce championnat où tout le monde bat tout le monde et toutes les positions commencent à se resserrer, surtout vers le bas, on n'est pas encore à l'abri. Hein. On joue toujours le maintien. C'est clair. Faut le dire. Voilà. Et ça, c'est très important ce que tu dis. Faut le dire. C'est une chose que j'ai répétée après le match contre Montpellier, mais aussi surtout le match contre Saint-Etienne. La saison n'est pas terminée. Arrêtez avec vos oh, le FC Metz fait une belle saison. Si le FC Metz, avec le retour à l'heure actuelle des équipes de deuxième partie de tableau, comme par exemple Saint-Etienne qui est beaucoup mieux, Strasbourg, si jamais ça repart mieux pour eux, Lorient, moi je vous garantis, on est à la 25e journée, il reste encore 13 matchs, arrêtez de me parler de très belles saisons. Faites-moi ce bilan-là dans 5-6 journées éventuellement, voire 7, mais arrêtez de dire que la saison, elle est pas finie la saison. Si vous terminez la saison à la 15e, 16e place, vos discours de Metz fait une très belle saison, c'est un peu coachy. Ok, le maintien est aujourd'hui une question qu'on n'ose même plus aborder parce que pour nous, le maintien est quasiment acquis. On est d'accord là-dessus. Mais à un moment donné, il ne faut pas se cacher derrière l'idée de on fait une très belle saison pour mettre sous le tapis un match au contenu plus que moyen contre Saint-Etienne qui te donne une défaite et un derby où tu n'as pas montré la volonté ou la capacité de vouloir gagner ce match. C'est ça l'effet aujourd'hui. Clairement. Et arrêtez de se cacher derrière on fait une très belle saison, la fraîcheur, arrêtez. À un moment donné, il faut arrêter. On doit prendre les matchs les uns après les autres, analyser ce qui a été, ce qui n'a pas été, et réparer cela pour le match suivant. Mais il faut arrêter de se cacher sur ce genre de discours qui sont pas du FC Metz. Jamais d'avis. Non, c'est pas du FC Metz ça. Le FC Metz, c'est on prend les matchs les uns après les autres et on verra où ça nous mène. Mais voilà, c'est ce que j'ai envie de dire là-dessus et c'est ce que j'ai envie de dire pour clôturer l'analyse du contenu de ce match. Maintenant, Grenade Forever, parlons du classement. Parce que le classement, on avait dit en avant-match que, bon, normalement, peu importe le résultat, Strasbourg va peut-être revenir sur nous, effectivement. Donc, si c'est ça, tant pis. Hein. Mais en tout cas, il n'y aura pas d'influence directe dans le classement. Il s'avère quand même qu'il y a des résultats qui auraient pu faire basculer notre positionnement. On l'avait déjà dit en avant-match, qu'un club comme Montpellier, qui était à ce moment-là 11e, en gagnant son match, pouvait très facilement revenir à égalité avec nous et que peut-être que éventuellement tu vas être éjecté du top 10, qui sait. Montpellier a effectivement gagné son match, donc Montpellier revient à égalité avec nous. Et à l'heure actuelle est à la 8e place. Nous sommes 7e toujours avec nos 35 points. Mais dans les résultats qui ont eu lieu durant cette 25e journée, Marseille a fait nul. Donc prend quand même un point sur nous. D'accord. Angers a perdu contre Nantes dans une défaite qui doit faire mal quand même aux Angevins de perdre face à ce Nantes-là. Bordeaux qui fait nul et qui maintenant est 11e prend un point sur nous. Brest qui a fait nul prend un point sur nous et est 12e. Reims qui a fait nul prend un point sur nous et est 13e. Nice a perdu. Nice est intéressant parce que c'est notre prochain adversaire. Et par contre, c'est là où je vous disais, c'est que Saint-Etienne 15e, Strasbourg 16e donc, et même Lorient ont eux aussi pris des points et Saint-Etienne a même pris une victoire. Et là, Saint-Etienne revient... Pour information, quand même, Saint-Etienne, c'est 15e. Saint-Etienne est à 6 points de nous. Ils sont à 2 victoires de nous. Donc, les choses peuvent s'accélérer, on ne sait jamais, plus rapidement que prévu. Un Nice, qui est à l'heure actuelle 14e avec 29 points, en cas de victoire contre nous, revient à 3 points de nous. Par exemple. Non, mais tout ça va vers le bas, en fait. Donc, ouais. À part les deux derniers, en fait, qui sont distancés. Mais... on n'est pas, on est tout s'est resserré. Il y a le peloton maintenant jusqu'à la 15e place. Bon, je mets encore Lorient
et Nantes un petit peu derrière, mais à partir de Saint-Etienne et Strasbourg, il y a un peloton de 10 équipes qui se tiennent en 10 points. Hein. Bien sûr, effectivement. Ouais. Et ça va vite. Hein. Dans une semaine à 3 matchs, 3 mauvais résultats, comme il y a eu là depuis 10 jours, et t'es vite dans le caca. Hein. C'est clair. Et donc c'est pour ça que c'est très important le discours que j'essaie de vous expliquer, le discours de ce n'est absolument pas fini et ne restons pas sur une idée de on fait une très belle saison. Très important que vous voyez le classement. Certes, il y a une septième place qui, quand vous prenez le mot septième place comme ça, c'est magnifique. Regardez la différence de points. D'accord? Regardez les adversaires que nous allons jouer. Nous allons jouer dans les 3 prochains matchs. Nice, Bordeaux, Angers. Nice 14e qui, en cas de victoire, revient à 3 points de nous. Bordeaux 11e qui, en cas de victoire, par rapport à ce qu'on fera contre Nice, peut nous dépasser. Angers 10e. 3 adversaires qui peuvent soit nous dépasser, soit revenir à notre niveau. Et qui sont derrière nous. Calmos. Prenons tranquillement ce match, mais attention, c'est la belle période. On n'est plus dans une belle période pour le moment, on est dans une période d'incertitude. Et le plus important, c'est ça, c'est qu'il faut essayer de comprendre ce qui ne va pas, repartir de l'avant et trouver une solution là-dessus. Mais en tout cas, évidemment que ça reste un championnat très serré, Grenat Forever. Hein, on le dit depuis le début. Et c'est encore très très long. C'est ça qu'il faut effectivement retenir sur ce classement. Nous partons Grenat Forever sur top et flop, et je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent nous donner leur top et flop dans les commentaires. Les choix sont des fois simples, des fois compliqués. Ils peuvent être notamment très très, on va dire, simples quand on aborde les tops. Et c'est ce que l'on va faire Grenat Forever. Donne-moi un top de ce match, même si j'imagine déjà ta réponse. Il n'y en a qu'un, je pense. Donc, parce que je pense qu'il n'y en a qu'un. Il y a Thomas Delaine, qui malgré sa micro-erreur sur l'égalisation strasbourgeoise, comme j'ai dit, pour ces raisons, c'est quand même le seul, je trouve, qui s'est quand même bougé les fesses, et notamment en deuxième mi-temps. Parce que en deuxième mi-temps, la seule occasion franche qu'on a, ça vient de lui. Hein. S'il s'applique un peu plus, s'il a les réflexes, il n'est pas attaquant, mais... on peut faire le hold-up juste grâce à lui. Hein, donc, ouais, s'il tire un peu plus tôt, quoi. S'il tire un peu plus tôt. Voilà. Ouais. Mais au moins, le mec, lui, on pourra pas lui reprocher d'avoir tout donné. Donc voilà, c'est le seul qui a eu la mentalité derby sur le match-là. Donc faut. Ouais. En plus, il avait quand même une grosse carte à jouer. Hein, comme on dit, Frédéric Antonetti lui a préféré à Mathieu Hudol. Il a rendu la confiance à Frédéric Antonetti et je trouve qu'il a saisi sa chance. Au moins, lui, il a saisi sa chance. Tu as entièrement raison là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce choix de mettre Thomas Delaine. Je le suis également. J'aurais pu mettre Yad, mais malheureusement, ce qui s'est passé, notamment en deuxième mi-temps, Yad fait la passe décisive pour Delaine, mais le problème, ce qui m'empêche absolument de le mettre en top, hein, c'est le fait qu'il y a la deuxième mi-temps où il s'est passé ce qu'on avait prévu, c'est que Yad n'est pas encore un joueur prêt pour démarrer un match et tenir pendant 60 minutes à un haut niveau d'intensité. Il n'est pas prêt. Il peut le faire pendant 30 minutes éventuellement, comme le montre ses rentrées en jeu, explosif, où il a justement un avantage sur ses adversaires qu'il exploite très très bien, mais il ne peut pas faire à l'heure actuelle 60 minutes à haute intensité, comme d'ailleurs son compère Wagner Diaz, par exemple. Et donc, c'est ce qui m'empêche de le mettre dans la discussion pour être un top, hein. Même si je suis d'accord que le top incontesté sur ce match, c'est évidemment Thomas Delaine. Maintenant, Grenat Forever, et à ceux qui nous écoutent, je vous souhaite déjà bonne chance, parce que là, nous abordons la question du flop. Alors, le flop, il y a beaucoup de noms qu'on l'on pourrait sortir, hein. Je ne sais pas quel va être ton choix, Grenat Forever, mais c'est pas simple. En tout cas, quel est ton choix sur le flop de ce match ? C'est compliqué, j'ai pas envie de mettre... malheureusement, j'ai envie de dire, c'est la première fois que je vais le mettre, ça va être Kiki Kouyaté. J'aurais pu englober la charnière centrale. Il faut dire... T'as raison. On a assez dit quand il a été bon, c'est peut-être l'un des meilleurs Messins depuis 2 mois et demi. Hein. Donc il faut savoir dire et être honnête quand il fait un mauvais match. C'est peut-être son plus mauvais match sous le maillot messin. Malheureusement, il le fait dans le derby. Je le trouvais déjà quand même assez nerveux.
À Saint-Etienne, je l'avais trouvé nerveux. Oui. Et là, il était vraiment nerveux. Il n'est pas passé loin aussi de se faire expulser à un moment du match. Une faute sur ailleurs que sur le côté droit ou ailleurs que part peut-être en profondeur sur le côté non le côté gauche pardon donc le côté droit de Metz où il part effectivement en profondeur et Kouyaté le stop il a effectivement pu prendre un deuxième jaune c'est pour info quand inférieur c'est le début de la deuxième mi-temps hein, si je me trompe pas hein, cette faute là. C'est ça. Puis bon, voilà, c'est censé être notre tour de contrôle. Là, je trouve que la plupart de ces duels, je trouve qu'Ayork a pris quand même le dessus. Et puis malheureusement, ouais, les deux buts, le deuxième but, il est quand même loin. Quand Thomasson met la tête, je le trouve quand même loin pour intervenir. Le premier, il se jette un peu alors que c'est normalement, il est fort sur l'homme. Je l'ai pas trouvé rassurant sur le match là et quand on connaît le monsieur, c'est assez justement assez bizarre pour être souligné. Ouais, je vois ce que Mais tu veux bon, dire. lui, il enchaîne vraiment beaucoup. Il a jamais été remplaçant. Donc bon, Ah, il a joué il y a je pense 3 que jours contre voilà. contre Amiens. Il a été un des rares joueurs titulaires contre Amiens qui a joué sur le terrain contre Strasbourg. Hein. Donc lui, il y a peut-être une baisse physique, ce qui serait même compréhensible. Mais voilà, il faut savoir dire quand il est pas bon. Et dimanche, il ne l'a pas été. C'est une comment dire une option que tu choisis qui se défend. Moi, je vais en choisir une autre, mais j'aurais pu prendre Kouyaté parce que les raisons que tu défends auraient été légitimes de ma part, tu sais, pour le pic en flop. Je vais parler de Maïga parce que Maïga, bon, Maïga, là, je t'avoue que dans une zone du terrain où on attend quand même des piliers, déjà qu'il y a l'un des piliers de notamment la période post Pajot, puisque en fait depuis que Pajot est blessé, il y a eu quand même beaucoup d'interrogations sur le milieu de terrain. Déjà qu'on a viré un des piliers qui était Victoria Angban. Et d'ailleurs, je vais pas modifier ma pensée sur Angban. Enfin, j'ai une réflexion, mais je vais la garder pour moi pour l'instant. Mais je suis pas très loin de me poser une question, c'est que là, Maïga, j'attends de Maïga que ce soit le maître de la récupération de balles au milieu de terrain. Ok. Et j'ai pas ça, déjà. Donc le milieu de terrain qui était l'une de nos forces en termes de récupération, c'est clairement pas ça. Depuis le retour de Maïga post-Covid-19. Et même dans le jeu de transmission, tu sais, j'ai regardé les stats de jeu de transmission de Maïga. Maïga fait un des plus mauvais matchs dans ses transmissions de balles depuis le début de saison. Hein. Il y en a à 77% si je me trompe pas. Vous irez voir les stats, hein, il y a plusieurs sites hein, si vous voulez un peu vous amuser à comparer les stats des différents joueurs. Alors je vous rassure, ça n'a pas été le pire. Hein. Vous voyez Boulaya, ses stats aussi de transmission de balles sont absolument aussi pas extraordinaires. Mais tu sais, je regardais un peu Maïga. Maïga, il fait 77% de passes réussies. Ça le classe. Quand tu prends ces pourcentages-là, il y a 2 matchs cette saison où il a fait en dessous de ce pourcentage-là, où ça donnait victoire. Mais tout le reste, c'était des nuls ou des défaites, tu vois. Ce qui prouve bien que si tu veux avoir un Maïga, si tu veux avoir un SMS qui performe aussi dans ses jeux de transmission, tu dois compter aussi sur l'un de tes piliers du milieu de terrain pour le faire. Et Maïga, malheureusement, a pas répondu présent. Il y a aussi une responsabilité, notamment sur le premier but encaissé, où son repli défensif laisse grandement à désirer, avec notamment cet arrêt de course où à l'époque tu reprochais à Monsieur Angban la même chose, tu vois. Donc je choisis Maïga pour mon flop de ce match. Et il fait partie des cadres qui sont défaillants et dont on compte dessus. J'aurais pu mettre Farid Boulaya aussi. Hein. Bien sûr, mais il n'y a pas que lui. Hein. Pour marquer le coup, parce que voilà, il est tellement dans la case des tops depuis le début de saison, parce que il faut savoir dire quand il est moins bien. Il a clairement un coup de moins bien, on peut le dire depuis une semaine. Est-ce que c'est aussi le contre-coup de la Covid-19, mais qui lui l'a après coup? Comme on l'a vu avec beaucoup de footballeurs, qui n'ont pas forcément tout de suite le contre-coup, mais qui l'ont un peu plus tard. Est-ce que c'est le cas pour Farid? Vu qu'il enchaîne aussi beaucoup et ne sort jamais. C'est le seul offensif qui ne sort jamais. Hein. Il joue tout le temps 90 minutes. Hein. Ouais. Donc, ouais. Donc, voilà.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a, ouais, t'as raison, il n'y a pas que seulement Kouyaté ou Maïga à mentionner dans les flops. T'as parlé de la défense centrale en général, ça se défend aussi, ou alors par exemple d'un 111 hein, qui est peut-être un peu moins dedans, même si peut-être que le fait qu'il ait joué 3 jours clairement. auparavant. En tout cas, il y a plusieurs noms dans la discussion des flops, et bonne chance à ceux qui dans les commentaires vont nous faire part de leurs flops, parce qu'évidemment, c'est pas quelque chose de facile à faire. On a fini ce débrief complet du match entre Metz et Strasbourg. Donc encore une fois, hein, on vous invite à nous donner votre top et flop, à nous dire un peu ce que vous avez pensé du match en général, donc à faire tout cela dans les commentaires bien sûr. Encore une fois, voilà, n'oubliez pas de vous abonner, hein, comme on dit, à la chaîne YouTube pour nous soutenir. Hein, et encore un grand merci à ceux et celles qui vont ou qui l'ont déjà fait. Et puis, tout ce que je peux vous dire, c'est... Qu'est-ce que je réfléchis vite fait. Là, le prochain match est donc contre Nice. On fera bien sûr un avant-match sur le sujet qui sortira le matin du match et on vous donnera toutes les informations relatives à cette rencontre. Merci à toi, Grenat Forever, d'avoir participé à ce débrief. Merci à toi, comme toujours, surtout. Et les autres, tout ce que l'on peut vous souhaiter, vous les auditeurs, portez-vous bien et allez le FC Metz.